Moi, je vais vous parler des nouveaux espaces d'apprentissage autour des espaces numériques autour de la vidéo dans l'information. Quelques points clés sur la vidéo, juste pour donner quelques chiffres, pour vous donner où on en est aujourd'hui. En ce moment, il se dépose 5 jours de vidéos par minute sur YouTube. Je te le refais. En ce moment, si pendant 1 minute, on regarde toutes les vidéos qui se disposent sur YouTube, il faudra 5 jours, qu'on passe 5 jours pour regarder tout ce qui s'est déposé en 1 minute. Ah, tu vas me dire, oui, mais quand je regarde YouTube, il y a souvent des chats qui tombent des chaises, il y a plein de conneries. Ouais, mais il y a aussi plein de cours d'université, plein de choses comme ça. Et quand tu regardes dans les usages, il y a à peu près 30% des gens qui se connectent sur YouTube pour apprendre des choses, pour aller chercher comment réparer la machine à laver, le frigidaire, la voiture, changer le clavier sur un ordinateur portable, etc., etc. Il y a plein de tutos sur les logiciels, des choses comme ça. Et donc, on a de plus en plus de petites vidéos qui permettent de former, petites ou pas petites d'ailleurs, vidéos qui permettent de former les choses. C'est des usages qui sont assez énormes. Alors ça, c'est sur YouTube, c'est juste une plateforme de cours qui existe. Bon, c'est de plus court. De vidéos qui existent. C'est pas la seule et on va regarder ça. Pour faire un petit rappel de ce que tu disais, moi je viens d'une université où en 2005 on avait installé des systèmes de captation automatique dans les amphis. Sur 120 amphis, on avait une vingtaine d'équipés. Des systèmes avec des badges, on passe devant un lecteur de badge. Ici, ça prend le nom du prof, il dit est-ce que je veux enregistrer mon cours, est-ce que je veux le mettre sur la plateforme, oui, non, clac, 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 est-ce que je mets le PowerPoint, est-ce que je mets ça. C'est ce qu'on a commencé à discuter, ce que tu as remarqué aussi à Nouvelle-Calédonie. Très peu de profs utilisent ce système-là. Nous, on avait un volume de moins de 6% des profs dans ces amphis-là qui s'enregistraient en présentiel. Pourquoi? C'est parce que quand je fais un cours en présentiel, le seul intérêt, c'est pour ceux qui ne sont pas venus, ou reprendre des notes sur ceux qui étaient présents. Mais si on n'a pas d'indexation, s'il n'y a pas de chapitrage, etc., ce n'est pas intéressant. Et quand je fais un cours en présentiel, la pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition. Je dis 3 fois la même chose en cours en présentiel. Et quand on regarde en vidéo, ça n'a pas vraiment un vrai sens. Et avec ces systèmes automatiques, je ne suis pas, moi, enseignant, forcément mis en valeur. C'est filmé de loin, on voit que le crâne, le son n'est pas bon, j'ai pas mis la belle cravate, j'ai pas la bonne chemise, patati patata. Donc très peu d'enseignants s'enregistrent comme ça. Ensuite, on a des systèmes aussi mobiles. Là aussi, c'est avec des iPads, un micro, avec un fil, le prof s'enregistre. Alors, je mettrai ce lien à disposition. Vous pourrez aller voir toutes les vidéos, ce que ça donne pour consulter sur les slides. Le prêt pour capter des cours comme ça, c'est 10 par an. C'est pareil, c'est très peu, ça enregistre comme ça. C'est quand on a un super intervenant qui vient de l'étranger, on veut garder en mémoire, des choses comme ça, et on sait qu'il ne reviendra pas l'année prochaine, donc on a la vidéo sous stock. On a des systèmes de captation un peu plus compliqués, comme on est en train de faire là. Donc il y a une régie dans un amphi. Bon, c'est peut-être pas aussi compliqué que celle-là. Là, il y a 2 caméras, une ici, une en haut. On peut faire un montage en temps réel entre les slides, les questions, le public, la caméra 1, la caméra 2. Donc faire un truc qui est un peu animé, un peu plus sympa à suivre qu'un plan fixe. Voilà. Il y a la possibilité pour les enseignants d'enregistrer, mettre un petit logiciel. On a 3 portables, il me semble, ici, avec un logiciel qui permet de capturer votre écran et donc d'enregistrer un tuto, ce que vous faites sur votre ordinateur. Donc soit avec une tablette graphique, vous pouvez redessiner dessus, soit juste une capture d'écran son. Et ça donne des choses qui ont marché. Je parlais tout à l'heure de YouTube. Je ne sais pas si vous êtes allé voir la Khan Academy. C'est un gars qui s'amusait à donner des exercices à sa petite nièce ou à sa petite cousine aux États-Unis pendant des années, en commentant sur le système de tablette. Donc il donnait des exercices et il écrivait sur la tablette ces exercices-là, un peu comme celle-là, cette tablette-là, mais avec un stylet. Donc il faisait des exercices, il les mettait à disposition. Et le jour où il a dépassé les 100 millions de vues sur ces exercices sur YouTube, Monsieur Google lui a donné un chèque de 10 millions de dollars en disant ça serait bien que tu fasses ça dans toutes les matières. Donc ils ont fait ça dans toutes les matières et dans toutes les langues. Et donc aujourd'hui, vous avez un dispositif qui s'appelle la Khan Academy, où vous avez des cours du CP jusqu'à la terminale, dans toutes les matières, français, anglais, histoire, chimie, biologie, mathématiques, etc. Avec des millions de vues sur ces vidéos-là. Donc c'est des petites vidéos courtes de 5 à 30-35 minutes, mais le format c'est 5-10 minutes. Avec des petits exercices, des petits tutos, une voix off qui vous montre des choses. Donc ils ont ouvert tout un environnement
sur la Khan Academy avec toutes les langues, en plusieurs langues, par matière. Et au-delà de ça, ils ont ouvert, si vous avez des enfants, vous pouvez les inscrire et vous, prof, ou vous, parents, vous inscrire. Et si vous êtes prof, vous pouvez inscrire des classes. Et avoir tout un suivi. Qu'est-ce qu'il a regardé, combien de temps par vidéo, avec les quiz qui vont derrière les vidéos, etc. etc. Il y a un cours d'histoire de l'art car c'est sympa, parce que vous allez dans tel musée, c'est le chef du musée qui vous présente le tableau, qui explique les... Enfin bref, assez sympa. Des solutions de captation sans les étudiants. Donc à ce moment-là, l'enseignant, il n'est plus chez lui, mais c'est un système un peu plus sophistiqué. Il est dans un petit studio, une caméra qui le filme, et puis un système qui enregistre, un boîtier qui enregistre ce qui se passe sur son ordinateur, un logiciel, une démo, des choses comme ça. C'est une solution rich media, où on peut indexer, chapitrer, etc. etc. Donc ça donne des outils comme ça, avec des lecteurs. Moi, c'est Thierry qui espérait un lecteur un peu spécifique. Ça, c'est un lecteur HTML5. Où je peux switcher entre l'écran, soit voir le prof, soit voir son PowerPoint. Je peux mettre les écrans, sélectionner la taille de mes écrans, etc., etc. Le prof, il peut faire des cuts, couper les enfin, des choses comme ça, pour enlever des choses, des bêtises qu'il dit, sans avoir à programmer. Il sélectionne, il fait couper, il sélectionne, il fait couper. Et mettre ça à disposition pour les enseignants. On a aussi alors des solutions studio, moi ce que j'appelle HD. Dans l'université où j'étais avant, on en avait un. Ça coûte 120 000 euros. Enfin, chez nous, ça m'avait coûté 120 000 euros. Et sur un outil comme ça, on produit moins d'1 heure de vidéo par mois. Autrement dit, on a un peu jeté de l'argent par les fenêtres. Parce que pour un enseignant, c'était dédié que pour les enseignants. On n'avait pas de formation dedans. Pour un enseignant, c'est compliqué de scénariser une formation dans ce type de studio. Vous avez 3 caméras, il y a un prompteur, ça demande beaucoup de travail pour les enseignants. Donc c'est très bien pour faire des teasers de MOOC, c'est très bien pour faire des trucs super travaillés, mais ça demande presque 10 heures de travail pour faire 10 minutes de vidéo. L'enseignant, il n'est pas capable de donner autant de son temps pour produire aussi peu de ressources pédagogiques. C'est un investissement temps-homme qui n'est pas rentable. On fait des super trucs, mais on en fait très très peu. On a des solutions beaucoup plus légères, comme celle-ci. La solution commerciale s'appelle RapidMOOC. Alors, une fois installé ici, ça s'appelle PAOOA. C'est ça. Hein, ça, c'est Alex qui a trouvé le nom. Ça veut dire image vite faite. Où l'idée, l'enseignant est devant un grand écran et un fond vert. Et un peu comme la Miss Météo, il fait son cours dans son PowerPoint. Et donc, son cours lui-même devient une animation de son PowerPoint. Donc avec une installation, celle-là je l'avais installée au Bénin, à Parakou, à l'université de Parakou, le fond vert, l'enseignant qui est là, 2-3 projecteurs, une caméra et on enregistre le cours. Et ensuite on peut diffuser ces vidéos un peu partout, soit en amphi, soit sur une clé USB, soit sur des chaînes YouTube. On peut trouver des vidéos de cours aussi sur Canal U, il n'y a pas que sur YouTube, où des universités ont leur propre Web TV. Ce qui a un vrai intérêt parce que YouTube aujourd'hui permet de diffuser gratuitement. Mais est-ce que ça sera toujours le cas? Est-ce qu'il ne va pas imposer des pubs? Est-ce qu'il ne va pas faire ceci? Est-ce qu'il ne va pas faire ça? On ne sait pas. Donc il y a aussi un vrai intérêt pour une université de maîtriser un peu sa ligne éditoriale et diffuser ses contenus par eux-mêmes. En sachant que quand même la visibilité est plus sur YouTube que sur des chaînes universitaires. Il y a aussi un mouvement autour des youtubeurs éducation. Donc il y a un site qui retrouve... je ne sais plus comment il s'appelle ce site, ça doit être Annuaire YouTuber, un truc comme ça. Et donc il y a une catégorie YouTuber éducation. Il y a des YouTubers éducation, il y a des profs de maths qui font des petits trucs sympas, des petites capsules, pas forcément comme la Khan Academy, mais avec plusieurs dizaines de millions de vues là aussi. Des profs dans des lycées en France qui ont fait des choses assez sympas. Soit en partant de capsules qu'ils avaient fait dans les classes inversées, soit des petites leçons qu'ils mettent en ligne comme ça. Alors l'idée pour réussir ces vidéos, c'est faire des choses assez simples, préparer ses objectifs, les scénarios, faire le au plus simple. Pensez au contexte d'utilisation. On a souvent parlé d'enseignement. Pour un enseignant, faire un cours, c'est être en présentiel, synchrone avec ses étudiants. Il n'y a que comme ça qu'on transfère des savoirs. Toute autre solution, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Eh bien si, il y a plein de contextes d'utilisation. On peut faire des petites vidéos, faire de l'enseignement asynchrone, l'enseignement informel. Il y a des étudiants qui vont revoir la vidéo d'un bloc, il y en a qui vont revoir ça sur leur scooter, sur un smartphone. Enfin, il y a tout un tas de contextes d'utilisation. Donc il y a différents usages des vidéos. Et essayer d'impliquer les spectateurs dans ce qu'on fait.
Donc ça, c'est les consignes qu'on envoie pour l'utilisation du studio. On fera des démos cet après-midi au studio pour ceux qui n'ont pas encore essayé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'impact de ces vidéos-là. Là, c'est quand on filme, c'est la courbe d'audience. On a des systèmes qui nous donnent les courbes d'audience. Donc là, j'avais analysé plusieurs centaines de vidéos avec comment elles sont enregistrées, est-ce qu'elles viennent un prof blablabla, en amphi, en rich media, en studio rapid MOOC, etc. etc. Donc, comme j'ai pas trop le temps, je vous fais une petite synthèse. Ça, c'est un cours, la courbe d'audience d'un cours classique, blablabla, d'un discours. Là, il y a eu 1300 étudiants qui sont connectés. C'est pas des vidéos grand public, c'est des vidéos qui sont vues que par les étudiants. Et vous voyez que c'est une petite vidéo courte, 8 minutes, mais au bout de 30 secondes, il n'y a quasiment plus personne qui écoute l'enseignant. Ça gonfle, ça n'intéresse pas, c'est gnangnan, patati, patata. Voilà. Puis en plus, il récidive. Chaque année, il nous refait des vidéos pareilles. Il n'y a pas d'amélioration. Bref. Des vidéos riches médias. Donc là, on a une courbe assez plate. Là, on a 29 000 vues. Donc c'est aussi sur les usages de vidéos. On peut, quand on met à disposition, c'est stable, on avait mis en place des cursus complets. Il y a plusieurs années, là c'est des cours d'infirmière, première, deuxième et troisième année. Toutes les cours en vidéo étaient en ligne. Les 5 années de médecine sont entièrement en ligne, etc. On avait des cursus complets en ligne sur l'université de Lyon. Et donc les étudiants ont l'habitude d'aller voir les cours. Donc là, c'est des vidéos qui sont vues que par les étudiants. C'est 29 000 vues. Donc c'est une vidéo qui a tourné sur 2-3 années. Ça, c'est pour 1200 étudiants par an, ce cours-là. Un autre exemple, donc là, c'est l'exemple Rapid MOOC, qui est assez impressionnant. Là, c'est de 4e année de pharmacie. C'est un cours sur les antibiotiques. Elle dure 25 minutes. 90% des étudiants regardent plus de 90% de la vidéo. Et les étudiants, là, il y a 400 étudiants dans cette promo. C'était vu sur 2 sessions, 2 années de suite, donc par 800 étudiants. C'est 2400 vues. Donc les étudiants, ils reviennent voir la vidéo plusieurs fois. Et vous voyez, il y a des petits pics. Là, c'est quand ils reviennent en arrière, quand ils n'ont pas compris, il y a une slide ou une hésitation, ils reviennent en arrière. Donc là, on a une vraie consommation de vidéos. Et depuis qu'on a des cursus complets, on a fait x4 sur le nombre de vidéos consommées sur les serveurs de l'université. Donc c'était à la rentrée 2017, pardon. Rentrée 2017, septembre 2017, ouais c'est ça, tous les serveurs ont pété, parce que moi ça fait 20 ans que je fais des TIS à l'université, jamais eu un facteur qui fait x4. Chaque année on fait 20-30% en plus de connexion, de temps de connexion, de volume, patati patata. Et là c'est la première fois en 20 ans que je vois un indicateur qui fait x4. Les profs avaient fait plein de vidéos, mais ils n'avaient pas ouvert les cursus complets aux étudiants. Donc les étudiants venaient picorer des vidéos. À partir du moment où les profs ont dit, voilà, les vidéos, tous les cours sont entièrement en ligne, les étudiants, ils sont allés voir les cours. Et donc les serveurs ont pété. Ça fait, pour donner une idée à Umberto, pour le faire tomber de sa chaise, c'est 1 Tera de vidéos jour. Pour une université, en gros, c'est 25 000 étudiants qui se connectaient sur le serveur vidéo. Non, pas 25 000, c'est un peu moins, parce que tous les cours, ça ne concernait pas tous les étudiants. Le serveur vidéo, c'était 10 000 étudiants à peu près. Ça fait 1 Tera jour, voilà, de vidéos. Quand utiliser ces vidéos, dans la pédagogie, c'est compliqué de savoir quand utiliser les vidéos. Alors là, je vais vous montrer un exemple d'un cours que je donne à Lyon pour 60 étudiants en ce moment. J'ai 10 séances à faire, donc 10 semaines de cours, une semaine. Donc j'ai des vidéos de consignes de travail. Donc chaque semaine, les étudiants, il y a une activité en ligne. Donc chaque semaine, je fais une vidéo de consigne avec des exercices à faire, avec des vidéos à aller voir. Donc il y a un code couleur qui correspond à la semaine, etc. etc. Je fais aussi des vidéos de débriefing, c'est-à-dire au bout toutes les 2 semaines, je fais on parlait tout à l'heure de feedback avec les étudiants. J'interviens dans les forums sur Twitter, etc., etc. Mais je leur parle aussi en affichant leurs mails, en affichant leurs questions sur Twitter, en affichant les propositions qu'ils font dans les forums, en les nommant dans la vidéo, on leur dit machin il m'a dit ça, machin il a dit ça c'est bien, ça c'est une connerie, ça c'est faut pas faire, etc., etc. Donc on fait des vidéos de débriefing et des vidéos donc de consignes et des vidéos de contenu. Et là aussi, souvent les enseignants pensent que la vidéo pédagogique c'est uniquement du contenu. Non, on a vu dans la motivation, on a vu pour faire vivre un dispositif, il faut qu'il y ait de la vie.
C'est Pierre Dillembourg, prof à l'EPFL, celui qui est responsable des MOOC à l'EPFL, qui dit le e-learning c'est mort parce que c'est des dispositifs sans vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de cours. Et c'est compliqué, c'est ça qui est compliqué pour les enseignants. La majorité des enseignants dans les universités et ailleurs n'ont pas été formés avec ces dispositifs-là, ils n'ont pas la culture et donc ils ne savent pas utiliser ces choses-là. Mais on peut mettre de la vie, de l'âme et de la personnalisation dans ces dispositifs-là par toutes ces petites astuces. Donc voilà. Et comme c'est facile à produire, ces vidéos-là, ces vidéos de débriefing, de consignes, ça vient vraiment compléter les vidéos de contenu qu'on n'est pas forcément obligé de faire. On peut les chercher aussi dans d'autres universités. Et c'est toute cette recette-là qui font que le cours peut être dynamique, peut être sympa à suivre. Et donc ça change beaucoup. Bon, des vidéos de consignes, il y a des enseignants qui donnent des consignes avant les TP. Comment je veux que les choses... Et c'est beaucoup plus vu même que les vidéos pédagogiques. Comment on peut brancher la machine, qu'est-ce qu'il faut préparer, etc. Alors il y a un autre problème sur la vidéo pédagogique, c'est quand utiliser ces vidéos-là. Donc j'ai pris un contexte de classe inversée. Est-ce que je mets mon contenu avant la classe, pendant la classe, après la classe? Est-ce que ma vidéo, ça remplace mon cours et des choses comme ça? Donc il y a eu tout un tas de réflexions et d'évolutions. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien sur un blog de Marcel Lebrun. On avait commencé cette réflexion avec Marcel en 2012 sur des petites capsules, où au départ, comme c'est facile de produire des petites capsules vidéo, les enseignants sont mis à produire énormément de capsules vidéo sur les cours de collège, lycée, mais aussi quelques-uns en université, moins. Et maintenant, vous avez tous les programmes de grammaire, de maths qui sont produits, soit par un enseignant, soit par des collectifs d'enseignants qui se sont regroupés autour d'un collectif, d'une association qui s'appelle la Click Class, si ma mémoire est bonne, via les réseaux sociaux. Ils ont fait énormément de choses. Il y a plus de 3000 profs qui adhèrent à cette association-là. Et donc on a dépassé le mode je produis la vidéo avant et puis j'apprends en classe, qui est plutôt le type 1 de la classe inversée, où on rentre dans des schémas un peu plus avancés. Vous irez voir ça, tu fronces les yeux, j'ai pas le temps de détailler là-dessus, mais il y a des billets, il y a de la recherche là-dessus. Il y a 3 types de classes inversées. Donc vous pourrez les trouver, les différents types, les évolutions, où on demande même aux élèves de co-construire et de coproduire des vidéos dans les classes. Alors, pour déposer les vidéos, à l'UPF, pour l'instant, on fait ça sur YouTube. Les vidéos ne sont pas forcément publiques, les vidéos ne sont pas forcément ouvertes à tous. On peut avoir des degrés d'ouverture de la vidéo. Il y a 3 niveaux de public, tout le monde les voit, non répertoriés. Il n'y a que les gens ou que via la plateforme qu'on peut voir les vidéos. Alors, j'ai repris un modèle d'évolution des usages du numérique. Et c'est des modèles SAMR, substitution, augmentation, modification, redéfinition, qui se placent d'un point de vue de l'enseignant, sur les usages de l'enseignant, avec l'appropriation de plus en plus importante de la part de l'enseignant du numérique. Au départ, il utilise le numérique pour remplacer des choses qu'il fait déjà. Typiquement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je mets un iPhone, une tablette ou une caméra pour me filmer en train d'écrire au tableau. Je n'ai pas fait changer ma pédagogie, j'ai fait une substitution. Ça améliore un peu le service, mais ça change fondamentalement rien à ma pédagogie, ça ne change rien à mon discours, ça ne change rien à mon organisation. Je permets aux étudiants de reprendre des notes par la suite, si je la rediffuse en asynchrone, après le cours, des choses comme ça. Technologie agit ensuite au niveau supérieur. J'augmente un petit peu par l'usage du numérique, ma pédagogie. La technologie agit comme une substitution directe d'outils avec une amélioration fonctionnelle. Là, on rentre sur des gros usages avec ce système d'incrustation de l'enseignant dans le cours. Et il y a un autre truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est quand on demande aux étudiants pourquoi ils regardent plus une vidéo de ce type-là qu'une vidéo riche média où le prof est à côté. Le retour majoritaire des étudiants, c'est j'ai l'impression que j'ai le prof que pour moi. J'ai l'impression qu'il me parle à moi. Parce que généralement, le prof, c'est une solution assez simple. Il n'y a qu'un bouton normalement. Vous branchez votre ordinateur, vous faites enregistrer, blablabla, top. Et l'enseignant, moi j'ai vu très peu de technologies où les enseignants s'accaparent la technologie en 10 minutes.
Un vidéoprojecteur, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a très peu de techno que les enseignants sont capables de faire marcher en 10 minutes. Là, c'est une des rares techno où ça marche bien. Et très vite, il n'y a pas de contrainte. Donc, on retrouve, lui, il peut se personnaliser, se projeter dans cet environnement. Et donc, les étudiants le ressentent et disent, voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir l'enseignant pour moi et de pouvoir le voir autant de fois que je veux. Donc, ça permet d'améliorer la diffusion, la transmission des savoirs. La technologie permet une reconfiguration de la tâche de l'enseignant. Donc là, j'ai mis en modification de la pédagogie quelque chose d'assez fort, c'est tous les phénomènes autour de la classe inversée, les différents types de formes de classe inversée. Et une redéfinition de l'enseignement, comme exemple, j'en ai parlé, je l'ai évoqué, c'est la Khan Academy, par exemple, où on a des dispositifs complets avec des dizaines de millions de personnes tous les jours qui se connectent sur des systèmes comme ça, où on peut consulter, et ça n'existait pas avant, et ce n'est pas possible sans ces technologies-là. Donc une vraie redéfinition de l'enseignement. Et pour poursuivre ça, parce que je ne vais pas avoir le temps de discuter avec vous, donc je vais laisser la place à John, je vous propose de se revoir sur la cafette après. Moi je reste ici sur le campus, donc voilà. Vous pouvez venir me voir quand vous voulez, mais on peut retrouver ce que je viens de vous dire sur ma chaîne YouTube, beaucoup de réflexions que j'ai moi-même enregistrées, que je mets à disposition. Le support, il est sur SlideShare, qui est comme un YouTube, mais pour les PowerPoint, ou sur les réseaux sociaux. Voilà. John, je te laisse la place.